concentration. Excusez, j'ai oublié. Je vais me faire taper ses doigts. Ah, OK. Et donc c'est comme ça que ça a commencé, en fait, parce que je manquais de concentration. C'était vraiment laborieux pour moi. Lire des livres, c'était ardu. C'est juste pour dire à quel point que c'est pas facile pour tout le monde. Et un jour, ben, ma professeure a tout changé parce qu'elle circulait entre les pupitres. Elle a vu ce que j'écrivais. Elle s'est penchée sur mon épaule puis elle m'a dit: «Ah! Wow, Simon, tu écris bien.» Et là, dans ma tête, j'avais entendu un chant d'Alléluia. Mmh. Je vais devenir un écrivain. C'est formidable. Donc, ça a commencé grâce à un malentendu, parce que quand elle m'a dit que j'écrivais bien, elle parlait juste de ma calligraphie. C'est tout. Alors, j'avais une belle calligraphie, mais quand on dit à quelqu'un, il y a un double sens, hein. Tu écris bien, ça peut vouloir dire autant tes phrases sont bien tracées ou tes phrases sont bien construites. Moi, mes phrases étaient juste bien tracées. C'est tout, mais j'ai pensé que j'étais un écrivain. Donc, je suis rentré chez moi convaincu que j'avais du talent. Puis là, je m'étais dit: «Simon, si tu es un écrivain, il faut que tu lises.» Donc, je me suis forcé à lire des livres pour donner raison à madame Marie-André, ma professeure de quatrième année, qui m'avait donc valorisé, qui a déployé en moi l'envie de lire, qui a déployé en moi une curiosité, en fait, pour les mots, qui était déjà un peu présente, mais ça s'est un peu plus cristallisé. Moi, je me comparais beaucoup à ma grande sœur. Ma sœur avait toujours un livre dans les mains et lorsqu'elle lisait, elle ne m'entendait pas. Elle était tellement captivée par le livre, il y avait une bulle opaque autour d'elle. J'avais beau cogner contre la bulle, tac, 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 pas de réaction. Donc, moi, j'avais plutôt une bulle de savon. Hein, une bulle de savon, pop, ça éclate. Donc, j'aime dire que j'ai appris avec le temps à me tricoter une bulle de lecteur. Donc, ça s'est fait vraiment graduellement à partir de ma quatrième année. Je me suis dit, ben Simon, si tu es un écrivain, il faut que tu lises. Donc, je me suis forcé à lire des livres pour donner raison à ma professeure de quatrième année. Moi, j'aime dire qu'on est tous à un livre de devenir un grand lecteur. Il faut juste trouver le bon livre qui te donne envie d'en lire d'autres. C'est comme une porte d'entrée qui s'ouvre sur le monde de la littérature. Et donc, moi, cette porte d'entrée-là, ben, je l'ai dénichée cette année-là, en quatrième année, en lisant d'abord de la bande dessinée. Je pense qu'on ne doit jamais avoir aucun mépris par rapport à aucun livre, parce qu'on ne sait pas quel livre sera utile dans la vie d'un lecteur. Moi, ça a été la bande dessinée. Et pour beaucoup de personnes, d'ailleurs, c'est la bande dessinée parce que ce sont des livres souvent très aérés. Il y a beaucoup de dessins, il y a un peu de texte dans ce qu'on appelle des phylactères, les fameuses bulles dans lesquelles on écrit des répliques. Et donc, tout le dialogue s'inscrit là-dedans et c'est souvent plus aéré. Ça se lit de façon plus, c'est un peu plus digeste quand on commence à lire. Puis moi, je suis rendu à 40 ans et je lis encore toujours autant de récits, de romans, pardon, de recueils de poésie, de la bande dessinée toujours. Je pense que la variété, c'est un atout dans tout, y compris dans la lecture. De varier nos lectures, lire une biographie, lire une bande dessinée, lire un essai, d'avoir une grande curiosité. Et donc, moi, ça a été, peut-être que Robin, vous vous rappelez des Archis, c'est très populaire quand j'étais jeune. Donc, moi, ça a été que les Archis. J'ai commencé en lisant des Archis. Après ça, j'ai découvert des romans d'épouvante. Il existait à l'époque des passe-peurs, des chairs de poule, des romans frissons. D'ailleurs, ils en ont réédité il y a quelques années. Donc, les romans d'épouvante, ça a été aussi une porte d'entrée pour moi. Puis à la fin de l'année, j'ai découvert deux maisons d'édition québécoises. Donc, moi, j'ai grandi au Québec, donc ça m'impressionnait de me reconnaître dans les romans. Je lisais, je me disais, ah, mon Dieu, je connais ça, moi, un Jean Coutu, je connais ça, un Tim Horton. Donc, je me sentais concerné par ce que je lisais. C'était de l'histoire réaliste. Tout semblait réel. Puis il y avait la langue aussi, je reconnaissais la langue. Donc, on ne lit pas que pour se reconnaître. Mais je pense que quand on commence à lire des livres, se reconnaître, c'est un atout. C'est comme si on a une place dans une histoire. On est assez intéressant pour se retrouver dans une histoire. Donc, moi, ça a été un tournant, me sentir aussi important par le biais des livres que je lisais. Donc, il y avait La Courte Échelle et Québec-Amérique, qui sont deux grandes maisons d'édition qui publient Merci. toujours. Et d'ailleurs, je publie maintenant dans ces maisons-là que je lisais quand j'étais jeune. Wow. Donc, c'est quand même beau de se dire que c'est des maisons d'édition qui m'ont donné le goût de la lecture et qui m'ont donné le goût aussi d'écrire. Donc, ça a été vraiment, je dirais que ça a été ça,
mes premières étincelles. Puis à la fin de l'année, Madame Marie-André m'a dit Simon, c'est formidable. Maintenant, tes phrases sont aussi belles que la façon que tu les traces. Puis ça, j'ai compris qu'il y avait anguille sous roche. J'ai dit, mais elle ne l'était pas déjà. Non, elle ne l'était pas déjà, mais je m'étais transformée en lecteur graduellement. Puis j'ai réalisé, en fait, que la lecture, ça apporte trois choses. La première chose, à mes yeux, c'est que ça remplit la solitude. Quand on se sent seul, on a juste à ouvrir un livre et hop, on n'est plus seul. C'est comme si l'auteur nous chuchotait une histoire dans le creux de l'oreille. Cette idée-là me vient de Michel Tremblay, un grand écrivain montréalais. Alors, Michel Tremblay qui a écrit beaucoup de théâtre, qui écrit surtout des romans aujourd'hui. Il va avoir 80 ans au mois de juin et il a le double de mon âge et on s'entend très bien. On est des collègues, on s'apprécie beaucoup. Et Michel, un jour, on était en conférence ensemble et il a dit « J'écris du théâtre pour le crier à l'oreille du public et j'écris des romans pour le chuchoter à l'oreille du lecteur. » J'ai beaucoup aimé Très la bien dit. distinction. C'est très bien dit, hein, puis c'est tout à fait juste, en Oui. fait. Je pense qu'on a trouvé un équilibre dans notre vie entre la collectivité, parce qu'on vit en société. Donc, il faut trouver un équilibre dans la classe. Par exemple, on est en société, le respect mutuel, mais il y a aussi une part de solitude qui nous habite tous et toutes et qu'on peut donc combler par la lecture. La lecture, c'est une des meilleures façons d'étancher notre solitude. Donc, la solitude, deuxième raison, je considère que plus tu lis et plus tu déploies ton empathie, notre capacité à nous mettre dans la peau des autres, on exerce notre empathie, puis je pense qu'on devient des êtres humains souvent plus vigilants, bienveillants, respectueux. On veut souvent davantage le bien des gens qui nous entourent parce qu'on s'est faufilé. Le travail du lecteur, c'est de se faufiler dans la peau de plein de personnages, de se projeter dans une vieille madame, dans un jeune garçon, ce qu'on n'est pas nécessairement, mais on peut être quelqu'un d'autre. Mais On comment peut tu fais pour te faufiler comme, tu sais, d'un livre jeunesse ou d'enfant à un livre, un roman jeunesse, comme, tu sais, tes sujets sont très variés des fois, puis sont, tu sais, il y en a qui tu sais, c'est plus comédie, puis il y en a d'autres que c'est quand même, tu sais, je voulais parler un peu de l'enfant mascara un peu plus tard, là, mais comme, tu sais, ces deux extrêmes, comment tu trouves l'inspiration comme pour des différents niveaux, si tu veux? En fait, chaque projet est toujours unique. C'est sûr que si j'écris, moi, j'essaie toujours de penser d'abord à l'enfant que j'étais. Donc, si je m'adresse à un enfant de 10 ans, je vais essayer de m'adresser à ce que j'étais quand j'avais 10 ans. Simon, 15 ans, Simon, 17 ans. Donc, je dis souvent que j'ai l'enfance à fleur de peau. Pour moi, ce n'est pas compliqué retrouver ce que j'étais. J'ai juste à gratter un peu, puis mon enfance n'est pas très loin, ni mon adolescence encore moins. Même si j'ai 40 ans, je n'ai pas oublié ces années-là. C'était des années très... Pardon, je vais boire une petite gorgée d'eau, j'ai un chat dans la gorge. Eh oui. C'était des années de contemplation, beaucoup. Je n'étais pas tant dans l'action, moi, quand j'étais adolescent puis enfant. Je regardais beaucoup les autres vivre. Je pense que j'ai beaucoup emmagasiné. J'ai stocké plein d'observations. J'ai stocké beaucoup de sensations puis de sentiments très particuliers de faire Ah, là, j'éprouve une forme de jalousie ou Ah, j'aimerais ça faire partie de ce groupe d'amis. Donc, tout ça, c'est très, très riche. Et quand j'écris, ben, je réactive tout ça. Je réactive ces souvenirs qui ne sont pas que heureux. J'ai des souvenirs, comme tout le monde, hein, j'ai des souvenirs très heureux, puis d'autres qui sont vraiment plus malheureux. Puis écrire, pour moi, c'est réunir souvent, c'est être capable de tricoter des histoires où on injecte de l'humour autant que du drame, parce que c'est ça la vie. Il y a une écrivaine qui vient du Manitoba qui s'appelle Gabrielle Roy, qui est une des plus grandes écrivaines canadiennes. Oui. Elle a son dernier livre, qui est un peu son autobiographie, ça s'appelle La détresse et l'enchantement. Puis je trouve qu'elle a circonscrit en un seul titre, c'est quoi la vie? La vie, c'est fait de détresse et d'enchantement, et parfois dans la même minute, parfois dans le même instant. Et je trouve que, en fait, j'essaie de restituer ça de la vie. Donc, quand j'écris des histoires, il y a des histoires qui sont beaucoup plus lumineuses, mais même quand j'écris une histoire lumineuse, il y a toujours un pan obscur. À toute grande joie, il y a son opposant. Donc,
je pense que oui, des fois, le projet est beaucoup plus. J'ai des projets plus lumineux, j'en ai d'autres qui sont beaucoup plus sombres, mais j'ai écrit quelques tragédies. Même quand j'écris une tragédie, il y a tout le temps de l'humour quand même, parce que ça fait partie de la vie, puis ça fait partie de ce que je suis aussi. Je suis aussi complexe comme vous l'êtes tous. Hein. De tous les ados qui m'écoutaient, vous êtes tous comme ça. Camus disait « Je suis exceptionnel comme les autres ». On est tous exceptionnels, on a Oui. tous un regard unique sur le monde. Et quand on écrit, c'est ce que j'ai réalisé à force de lire, quand on écrit, on doit essentiellement cultiver ce regard unique sur le monde. Qu'est-ce qui fait que mon verre d'eau, on peut tous le décrire de la même façon, on peut tous être frontal, mais on peut aussi décrire un objet d'un angle différent, puis ça change complètement notre perception. Je prends juste mon verre d'eau, mais c'est pour vous montrer que aujourd'hui, tous les sujets ont été traités en littérature, en art en général, en danse, en cinéma, en musique. Tout a été fait. On est rendu au stade où on peut réinventer ce qui a déjà été fait par notre propre regard. Il y a Gilles Vigneault qui disait une phrase, Gilles Vigneault qui est un grand chansonnier et un poète québécois, qui est âgé de plus de 90 ans. Là. C'est vraiment une autre génération. Et Gilles Vigneault disait, moi ça m'a beaucoup marqué cette phrase-là, tout a été dit, sauf par moi. Et cette phrase-là fait beaucoup de bien parce qu'elle nous donne le droit, nous aussi et vous aussi, d'écrire sur n'importe quoi, même si, oui, ça a été fait. Parler de l'amour. Hey, l'amour, c'est le sujet le plus éculé de tous les temps. Tout le monde a parlé d'amour. C'est comme une vieille chaussette. Tout est élimé. On en a tellement parlé. Mais qu'est-ce que ça fait? Parce que toi, tu ne l'as pas fait avec ton regard à toi, Mais avec ton ton twist, humour hein? à toi. Comment? Tu mets un twist, ton twist Ton à l'amour. twist, Oui. c'est vraiment ton regard unique sur ce sujet-là. Donc oui, tous les sujets, la guerre, c'est un sujet qu'on a beaucoup, beaucoup traité. Ça ne t'empêche pas d'avoir ton regard à toi. Quand c'est fait avec respect, quand c'est fait avec... si c'est un sujet qui est loin de soi, parce que quand on parle de soi, la recherche est déjà faite. Quand on parle d'un sujet qui est un peu plus loin de nous, je pense que notre travail d'auteur, c'est d'avoir une démarche un peu plus journalistique, c'est-à-dire d'aller valider, moi, j'écris beaucoup pour la télé, puis quand j'écris pour la télé, je dois faire parler des personnages qui ont une langue que je ne maîtrise pas. Si j'ai un avocat, moi, je ne suis pas avocat. Donc, quand j'écris un roman, là, souvent, moi, quand j'écris mon roman, je suis beaucoup soit dans une langue omnisciente, c'est-à-dire qu'il était une fois, là, c'est-à-dire qu'à la troisième personne du singulier, puis je peux décrire sans nécessairement écrire les dialogues. Quand j'écris, souvent aussi, je suis dans la narration à la première personne. Je le fais souvent. Donc, je me glisse dans la peau du narrateur ou de la narratrice. Donc, je raconte l'histoire à travers le regard d'une personne qui est souvent près de moi. Mais quand tu es écrit pour la télévision, tu ne peux pas avoir cette langue-là. Tu te mets dans la peau de tous les personnages et tous les personnages doivent parler. On doit les entendre. Et parfois, il y a des termes que je maîtrise mal. Être, par exemple, policier, avocat, c'est pas c'est des métiers très loin de ce que je suis. Donc, je m'oblige d'aller valider tout le temps auprès d'une personne qui, soit que ce métier-là, soit qui vit. Je vais vous donner un exemple. J'ai écrit une série qui s'appelle 6 degrés, où les deux personnages principaux, il y a un personnage qui est malvoyant, qui est inspiré un de mes meilleurs amis qui est malvoyant, donc je me suis beaucoup documenté à lui, il s'appelle Méridique. J'ai une autre amie qui a la fibrose kystique. Et elle m'a énormément aidé pour le rôle de Florence que la fibrose kystique, notamment sur l'opération qu'elle a vécue, la greffe. Elle a vécu une greffe de poumon. Et donc, c'est très complexe, une greffe de poumon. Et je ne connais, moi, je n'ai jamais assisté à ça. Évidemment, personne n'a assisté à ça. C'est très rare, les gens qui ont assisté à ça. Et elle m'a tout raconté en détail, son regard sur ce qu'elle a vécu, mais aussi le regard de ses parents, de son amoureuse. Tous ces gens-là, tout ce qu'elle m'a partagé, ça a nourri mon écriture. Puis à l'occasion, je lui disais, hey, je trouve ça tellement beau ce que tu viens de me dire. Est-ce que je pourrais le prendre tel quel et le mettre dans mon personnage? Et souvent, je réalise que les gens qui ne sont pas artistes nécessairement, qui ne sont pas auteurs, ça leur fait plaisir de partager un pan de leur vie, de se voir respecter, parce qu'évidemment, je leur demande, là, avec le plus de respect possible, est-ce que tu accepterais que je vampirise, hein? Parce qu'il est question de ça. Vampiriser, ça veut dire on plante nos crocs. Un artiste fait ça parfois. Il vampirise sa famille. Il s'inspire des gens qui l'entourent.
quand on vampirise, je pense on a le devoir de valider, que la personne accepte. On ne va pas faire du plagiat, on ne va pas voler l'idée de quelqu'un d'autre. Ça, c'est horriblement faire ça, le plagiat. J'ai très peu de respect pour ceux qui font ça. S'approprier l'imaginaire des autres. Mais quand quelqu'un s'ouvre à nous et est heureuse ou heureux de retrouver une part de lui ou d'elle dans ce qu'on a écrit, là, c'est formidable. Puis souvent, ça arrive que les gens ont envie, se sentent choyés d'être bien représentés dans un roman ou à la télé, de faire Mais Hey, c'est ce que je vis. de l'autre sens aussi, Simon, c'est que comme toi, il faut que tu fasses confiance dans ces gens-là. Parce que toi, tu vas prendre genre à leur mot que c'est qu'est-ce qu'ils disent. Surtout, peut-être pas la dame, mais comme si c'est un avocat ou un policier, c'est son expérience à lui. Donc, vraiment, toi, il faut que tu te fais confiance dans les gens que tu approches pour tes écritures, tout ça. Là. Donc, Et souvent, ce que je vais faire, Robin, c'est que je vais demander, mettons, un avocat, je vais demander à un deuxième avocat. C'est comme un deuxième avis. C'est comme un journaliste va faire ça, va aller valider les sources auprès, pour être sûr que c'est vrai, souvent, c'est 3 sources qui confirment. Moi, ce que je fais, c'est que je demande à un avocat, par exemple, puis après ça, je vais aller valider auprès d'un autre avocat. Puis souvent, ça m'est presque jamais arrivé de me faire dire « Et c'est vraiment pas ça ». Et souvent même, des fois, il y a ce qu'on appelle, en poésie, on appelle ça des licences poétiques. C'est des permissions qu'on s'octroie pour la beauté de ce qu'on est en train de créer. En télé, on va faire ça aussi, des licences télévisuelles. C'est que des fois, ça va sauver. Mettons qu'il faudrait absolument qu'il y ait une infirmière vienne faire telle chose. Si on n'a pas les moyens d'avoir un deuxième comédien, des fois, c'est des questions d'argent. On n'a pas les moyens, donc on va réunir 2 personnages en un seul. Puis ça, on l'accepte. Même les infirmiers, puis les médecins, puis les infirmières qui regardent ça vont faire ben oui, ils ont rabiboché 2 choses ensemble. La télévision, on sait que c'est un lieu qui est tout semble vrai, mais c'est pas du documentaire. C'est de la fiction. Donc, il y a une transformation. Dans le mot fiction, on transforme le réel en partant. puis quand tu écris un livre, sinon, c'est-tu comme, soit enfant ou jeune adulte, comme c'est toujours le même processus pour toi? Tu arrives avec un thème, puis après ça, tu te développes. Comme, c'est quoi le processus de ton écriture? Euh, des fois, c'est un thème, mais des fois, le thème se précise à la fin complètement. Des fois, ce n'est pas si clair ce que je suis en train de faire. Puis je trouve ça important de le dire parce qu'il y a peut-être des futurs écrivains qui m'écoutent présentement, des futures écrivaines. C'est pas si grave si dès le départ, notre projet n'est pas si bien cerné. Il y a plusieurs types d'auteurs et d'autrices. Je pense à Michel Tremblay, j'en parlais tout à l'heure. Michel Tremblay, lui, est du genre à tout penser à son roman pendant tout l'été. Lui, il écrit tout le temps du mois de novembre, fin novembre, jusqu'à début mars. Il écrit un roman par année. C'est son rythme à lui. Puis il écrit chaque matin entre 9h et midi, puis il ne prend jamais de notes. Ça, c'est une façon de travailler. Moi, je suis à l'opposé de ça. C'est-à-dire que je prends tout le temps des notes. J'ai un cahier qui ne doit pas être loin. Là. Il est ici. Alors, j'ai mon calepin que je traîne partout avec moi. Sinon, quand je ne l'ai pas, ben, sur mon cellulaire, j'ai le dossier de notes. Des fois, je vais dicter. Des fois, le soir, je suis trop fatigué, j'ai une idée dans mon lit, je vais dicter. J'ai une idée. Puis des fois, je les réécoute le lendemain, puis c'était vraiment pas bon. Mais je note tout. Moi, je note tout le temps, j'ai peur d'oublier. Puis sinon, j'oublie. Je me connais, je vais oublier mes idées. Alors, ce qui se passe, c'est que des fois, je suis obsédé. J'ai une idée et je suis obsédé par cette idée-là. J'y repense le lendemain, 2 jours après, 4 jours après. Là, je me dis, si je suis obsédé par un sujet, c'est qu'il y a matière à développement. Ce n'est pas nous qui choisissons nos thèmes. C'est souvent les thèmes qui nous choisissent, qui s'imposent à nous. Hein. Des fois, on ne sait pas pourquoi on est obsédé par des sujets. Moi, l'adolescence a été un terreau fertile où je me suis souvent senti dénigré, souvent laissé pour compte. À l'époque, puis je sais qu'il y en a beaucoup moins aujourd'hui, il y avait beaucoup, dans les années 90, il y avait beaucoup d'homophobie. Je savais très bien que j'étais homosexuel, mais j'en parlais pas, j'en parlais peu parce que je sentais bien que ce ne serait pas accepté dans mon cercle d'amis, donc, j'ai vécu beaucoup dans le silence, j'ai vécu beaucoup dans la rétention de ce que j'étais, dans mon identité qui était brimée. Je ne pouvais pas être complètement moi-même. De 12 à jusqu'à 16 ans. À 17 ans, j'ai commencé à le dire davantage puis à être un peu plus solide. Mais c'est sûr que je regrette un peu la fragilité quand je me regarde dans ces années-là. C'est dommage parce que j'ai vécu des moments
triste de tout retenir et de ne pas être capable de me livrer autrement que par l'écriture. Mais rétrospectivement, je trouve ça beau, ce que ça m'a permis. L'art a allégé ma vie. Le fait de chanter, de danser, d'écrire surtout et de lire, ça a déployé vraiment le côté artiste, bien sûr, mais ça m'a permis de me libérer. Des fois, l'écriture, c'est une forme de libération. On peut se libérer par l'écriture. Les choses qu'on ne dit pas, on peut les écrire. Et c'est ce que j'ai fait. Je sais qu'il y a beaucoup d'adolescents qui sont comme moi par rapport à ça, l'idée de je ne parviens pas à dire ça, je vais l'écrire. Sachez que l'écriture, c'est quelque chose d'intime. Vous pouvez partager ou pas. Ça vous regarde. Moi, j'écris beaucoup avec une optique de publication, mais il y a beaucoup de gens qui écrivent pour le plaisir, pour eux-mêmes. Et c'est tout à fait valable. Ça peut être juste pour soi. On l'écrit dans notre cahier, puis on le garde. Ça nous a fait du bien. Écrire fait du bien. Il y a beaucoup d'auteurs qui n'aiment pas dire qu'il y a un côté thérapeutique. Moi, je me dis, j'ai aucun problème avec ça. Il y a un côté thérapeutique dans l'écriture, comme dans toutes les formes d'art. Pourquoi danser? On dit que ça fait du bien danser. Chanter, ça libère. Même, il y a des gens qui ne chantent pas bien dans la vie, qui vont chanter dans la douche. Parce que c'est une tribune plus fermée, puis bon, puis la voix est plus belle puisque ça résonne. Oui. Donc, moi, en tout cas, je chante divinement bien dans ma douche. Là. Moi, j'atteins Aussi. toutes les notes. Dans la vie, pas en toutes, mais dans ma douche, je pourrais en disquer n'importe quand. Donc, je pense que l'art fait ça. L'écriture fait ça aussi. Ça fait du bien, ça nous libère. Donc, je dirais que souvent, c'est l'obsession. Je pense à une idée, ça m'habite beaucoup. J'écris parfois sans savoir nécessairement je m'en vais où. Des fois, ce n'est pas si clair. Puis ça se précise en fil d'écriture. Et des fois, c'est vers la fin que je me dis ben, j'ai ma première version, parce que écrire, c'est réécrire. Donc, dans ma première version, je me relis et je me dis finalement, j'ai écrit un roman sur la rupture. J'ai écrit un roman sur la trahison. Sur le secret, sur la résilience. Des fois, le thème surgit à la fin de l'écriture. Puis là, j'essaie de, maintenant que ça a été instinctif. Ma première version était plus instinctive. C'est ma façon de travailler. Je retravaille et là, je donne un sens plus grand. Je bonifie, en fait, ce que j'ai écrit. Je fais souvent ça, puis je pense qu'il n'y a pas une façon de travailler qui va invalider l'autre façon de travailler. Je pense que toutes les méthodes sont possibles. Je pense qu'il n'appartient qu'à ceux qui m'écoutent de trouver la leur, de faire moi, j'aime ça, avoir un plan détaillé. Je sais qu'à l'école, quand vous devez écrire à l'école, c'est autre chose. Parce qu'à l'école, on a une durée. Hein? Parfois, il faut remettre un texte avant telle heure. Donc là, parfois, dans ce cas-là, je pense que préciser nos idées en amont, se préparer en amont, c'est souvent bénéfique parce qu'on va moins perdre de temps. Moi, j'ai le loisir de perdre mon temps. Quand j'écris, j'ai le loisir de... Souvent, je n'ai pas de date de remise, à part quand j'écris pour la télé. Écrire pour la télé, là, on attend toujours mes versions. Des échantillons. J'ai des échéanciers constamment. Puis là, j'ai livré un texte hier, puis je l'ai livré 2 jours avant. J'étais bien fier de moi. Des fois, c'est 2 jours après, parce que c'est pas toujours facile. Des fois, c'est costaud parce que j'en fais plusieurs. Je n'ai pas juste une série télé, j'en ai plusieurs. J'ai écrit pour 6 degrés, j'ai écrit une série pour adultes qui s'appelle Chouchou. Là, je viens d'écrire une web-série qui va sortir le 5 mai. Puis j'ai écrit une autre web-série qui va être tournée cet été. Donc là, j'ai plein de projets et là, mon travail, c'est de bien isoler mes projets dans des tiroirs. Moi, je dis souvent que mes tiroirs sont étanches. Ça va Tu as pas bien des chapeaux. ben des chapeaux, puis j'ai bien des tiroirs aussi dans lesquels j'ai plein d'idées. Puis je fais ça c'est dans ça. Je vais retirer cette idée-là dans tel projet. Donc là, j'ai écrit une comédie présentement, puis je viens juste d'écrire un gros drame. Puis en même temps, même si c'est une comédie, il y a un pan tragique. Puis même si c'est un gros drame, il y a beaucoup d'humour quand même. Parce que je disais tantôt que la vie, c'est une chose et son contraire. Ben, même quand j'écris un drame, mon drame n'est pas pur. Le drame a de la comédie aussi. Je crois. Penses-tu des fois que comme tu remets quelque chose, tu es comme. Surtout, j'imagine, quand tu écris pour la télé, comme. C'était pas exactement ce que je voulais, mais comme. Tu sais, voulais que tu le redonnes. Tu sais, comme. Y a-t-il des temps comme ça ou que comme. Tu n'es pas satisfait à 100%, là? Mais en roman, non, parce qu'au niveau de la littérature, je remets vraiment quand je sens que le texte est abouti. Donc, je travaille en amont, puis je ne veux pas être attendu.
Souvent, je dis à mes éditeurs, le livre va être prêt quand il sera prêt. Puis souvent, il est prêt plus vite que pas parce que je suis un travaillant dans la vie. J'aime ça travailler, puis j'aime ça, j'avance bien. En télé, ce qui est différent du roman, quand tu écris un roman, là, il y a deux personnes qui sont concernées à la base. Il y a l'auteur et l'autrice, c'est-à-dire la personne qui écrit, et le directeur ou la directrice littéraire. Ça, c'est l'éditeur ou l'éditrice qui va en fait te proposer de la réécriture, d'élaguer certains passages, de faire ça, tu pourrais l'enlever, ça, tu pourrais ajouter. Moi, j'ajouterais un chapitre. Et c'est une discussion. Il n'y a personne qui a la science infuse. Hein. C'est des discussions, on fait « Ah non, moi, j'y tiens, puis je vais dire pourquoi. » Donc, on discute. Puis moi, souvent, je tiens à certaines choses. Puis on n'est que deux et on fait des compromis. Puis c'est très simple. Quand tu écris pour la télé, il y a beaucoup, beaucoup d'intervenants. Ce que j'appelle l'éditeur ou l'éditrice en télé, c'est ce qu'on appelle un script éditeur ou un script éditrice qui va en faire le même travail. Donc, moi, mon script éditeur sur 6 degrés, il s'appelle Vincent Bolduc. C'est un comédien que j'écoutais beaucoup quand j'étais jeune. Là, il est rendu script éditeur et on travaille super bien ensemble. On a fait plein de projets par le passé. On se comprend bien. Donc, c'est très simple de travailler avec lui. Puis, puis là, il m'a appelé tout à l'heure. Il dit je changerais une petite affaire. Il me propose des modifications. C'est tout le temps pour le bien de la série. Je suis tout le temps content, ça va bien. Sauf qu'en télé, il n'y a pas juste le script éditeur. Il y a plein de gens après. Donc, il y a ce qu'on appelle le réalisateur ou la réalisatrice, hein, la personne qui va réaliser, qui a d'autres notes, parfois des notes, j'aimerais ça le voir arriver en vélo avant, donc il va falloir couper autre chose. Moi, je veux voir ce plan-là. Je suis d'accord, ça veut dire, moi, je suis au service de mon histoire, mais je suis aussi au service parfois du réalisateur ou de la réalisatrice. Donc, il faut que j'ajuste pour ça. Puis après ça, il y a les notes du producteur. Le producteur, c'est la personne qui produit ou la productrice. Donc, ce sont souvent 2 ou 3 qui donnent des notes au niveau financier. Ça ne sera pas possible, la chanson coûte trop cher. Ça ne sera pas possible, il y a trop d'acteurs dans la scène. Ça ne sera pas possible, on n'a plus ce lieu-là. Ce lieu-là coûte trop cher, on ne peut pas l'avoir. Hier, on m'a dit, moi j'avais une fourrière, j'avais un cimetière de voitures. Le personnage arrivait dans un cimetière de voitures, on me dit, on ne pourra sans doute pas tourner là. Donc, il faut que tu enlèves la scène. Je fais ah, ben non, moi, c'est une scène importante. Donc là, on discute, puis des fois, on fait OK, j'y tiens tellement que je te propose d'enlever telle chose. On fait des compromis comme ça. Donc, c'est beaucoup de réécriture parce que moi, mon texte était fini. Là. Je retravaille pour ça. Puis ensuite, et c'est la dernière personne tout au bout, il y a le diffuseur. Alors, le diffuseur, c'est, vous en connaissez sans doute, TVA, Radio-Canada, vous connaissez Radio-Canada, Télé-Québec, Nouveau. Donc, moi, j'ai travaillé avec pas mal tout le monde dans ma vie, puis c'est à chaque fois, tu as d'autres notes. Puis c'est parfois ça peut être vraiment parfois désespérant comment tu fais, mais je passe mon temps à réécrire mon épisode pour faire plaisir à tout le monde, alors qu'en roman ou en poésie ou en théâtre, tu te fais plaisir à toi-même d'abord avant tout. Hein. Il n'y a pas tant de gens à charmer. Tu sais, on est beaucoup dans. Il y a moins de filtres, il y a moins d'intervenants, donc tu es plus près de ta parole. Puis parfois en télé, pour répondre à ta question, parfois je me dis ça. Tu sais, la version 12 puis la version 1, ça a beaucoup bougé pour faire plaisir à bien du monde. Puis des fois, la version finale ressemble à ma version 1, puis je me suis promené dans toutes les directions pour faire plaisir à tout le monde, pour revenir à ce que c'était au début. Ça m'arrive aussi. Donc, des fois, c'est frustrant. Oui, Passer parce autant que de temps. comme, tu sais, tu as des critiques, tout le monde va en avoir, là, mais comme. Oui. Donc, si c'est pas toi qui as décidé tous les changements de 1 à 12, mais c'est ton oncle qui est comme écrivain, tu sais, ça peut être frustrant. Mais comme, comment tu te prends avec des critiques? Comme toi, c'est-tu juste ou c'est-tu différent quand ça vient un roman que tu écris ou un livre que tu écris ou tes épisodes? Tu sais, comme. C'est sûr que la critique, moi, il y a certainement des gens qui sont assez solides pour faire ça me contourne complètement, je suis un canard, je suis. Le canard est dit qu'il est immunisé parce que ça écoule comme sur l'eau, sur le dos d'un canard. Moi, ça me touche, bien sûr, évidemment. Les bonnes comme les pas bonnes, mais j'ai la chance de recevoir beaucoup plus de bonnes critiques. Mais le problème, c'est que les mauvaises, souvent, vont être plus marquantes. On retient souvent la plus blessante. Mettons, des fois, pour une critique plus douloureuse, il y en a 100 qui étaient formidables, mais tu retiens souvent le commentaire le plus blessant. C'est comme ça, quand tu es exposé, moi, je fais de plus en plus de télévision, puis depuis que je fais de la télé, moi, j'ai vraiment été un auteur dans l'ombre les premières années. Je jouais beaucoup en théâtre jeunesse,
Mais quand tu joues pour les enfants en tournée, il n'y a pas tant, tu ne reçois pas beaucoup de critiques parce que c'est pas très couru par les critiques, le théâtre jeunesse. C'est comme un autre circuit. Moi, j'étais très heureux, je faisais ça, puis ça me rendait très heureux. Puis à un moment donné, j'ai eu des opportunités pour faire des chroniques à la radio, à Radio-Canada. Et de ça, on m'a invité à faire des chroniques à la télévision. Et de ça, j'ai été pris dans une émission qui était une émission du samedi soir, qui était très regardée, qui s'appelle Cette année-là, avec Marc Labrèche, un comédien humoriste formidable. Et là, donc, mon exposition a augmenté et avec cette exposition-là vient aussi des commentaires plus blessants. Ce que je n'avais pas à vivre ça par le passé nécessairement, à part des critiques de temps en temps dans des journaux, mais on dirait que des atteintes parfois sur notre physique ou sur j'ai une dent qui est croche, puis il y a quelqu'un qui m'écrivait à chaque fois que je pense à la télévision, votre dent est croche. Je me dis, mais madame, qu'est-ce que ça fait? Ou vos souliers sont sales. Des trucs comme ça, tu fais, mon Dieu, que les gens ont des choses à dire sur n'importe quoi, pas toujours sur le contenu, étonnamment. Donc, je pense que ça fait 5 ans que je fais plus de télévision. Je pense que j'ai commencé à me blinder avec le temps. La première année, j'ai trouvé ça dur. Ouais. Puis d'année après année, j'ai commencé à me blinder un peu. Puis les commentaires maintenant, ben tu sais, j'ai un ami qui est metteur en scène qui s'appelle René Richard-Cyr qui m'a déjà dit une phrase que je trouve formidable et très brillante. Il m'a dit, dès le début de ma carrière, il avait lu mon premier roman, puis il m'avait dit, un jour, on va dire que tu es un génie. Ne les crois jamais. Parce que si tu les crois quand on dit que tu es un génie, quand ils vont dire que tu es un trou de cul, tu vas les croire aussi. Et je trouve ça tellement juste. Et je trouve que ça représente bien, c'est que la vérité, c'est que je suis ni un trou de cul, je suis ni un génie. Je suis un gars travaillant qui œuvre dans ce domaine-là, avec tout mon cœur, puis toute ma rigueur, parce que je suis un garçon très rigoureux aussi, très passionné. Tout ça, ça me définit plus qu'être un génie ou un trou de cul. Je suis ni l'un ni l'autre. Donc, cette phrase-là m'a fait beaucoup de bien parce qu'effectivement, on m'a traité de génie, puis on m'a traité de trou de cul aussi. Donc, c'est ça, il faut apprendre à se blinder. Il y en a pour qui c'est plus difficile, il y en a pour qui c'est plus facile. Moi, je m'en tire bien. Je me compare avec d'autres amis qui se laissent beaucoup atteindre. Moi, ça va plutôt bien. Je suis sensible, mais je suis capable de faire abstraction du fait que ça demeure l'opinion d'une personne. C'est sûr que des fois, c'est une personne qui est outillée, qui en a vu beaucoup, c'est une parole de spécialiste. Mais même encore là, dans l'époque dans laquelle on vit, on est beaucoup dans une critique spectacle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment ça, avoir une formule à l'emporte-pièce, une formule marquante pour dire que c'est un flop. On va être vraiment théâtral pour marquer quand c'est bon, quand c'est pas bon. Il y a beaucoup d'emphase. Il y a de l'exagération parfois. Donc, il faut en prendre et en laisser. Ce n'est qu'une proposition. Je dis toujours, il faut avoir une modestie dans tout ça, se dire que ce n'est qu'une petite œuvre d'art que je propose. Ceux qui adhèrent, tant mieux, suivez-moi. Qui m'aiment me suivent. Vous ne m'aimez pas, il y a d'autres postes, il y a d'autres émissions. Aucun problème avec ça. Oui, non. Puis c'est vrai que le monde, il faut qu'il pense comme ça un petit peu plus. On cède à d'autres choses. Je pense que c'est une façon assez saine de se débarrasser, de faire, avoir une humilité par rapport à ce qu'on fait. Justement, oui. Là, je pense que si ça ne te dérange pas, je vais céder la parole à Mme Denis parce que je pense que tu avais des questions. Elle est un big fan. Attention, là, qu'elle va t'arriver là. Bonjour, M. Boulris. J'adore l'écho. On est dans ma douche présentement, là, ça résonne. Ah oui, commence à chanter. Mais je pense que... Oh, t'es revenu, OK. C'est ça, je pense que le son, des fois, il faut éteindre le TBI, je pense. C'est peut-être un... Dans les classes. Ah, ben là, je pense que ça va bien, là. Oh. Mais moi, je peux te dire, sinon, que c'est à la bibliothèque, là, on a toute la collection. Là, ils sortent les deux, les romans juniors puis les enfants. Là. Mais je pense que, Maxime, toi, tu voulais-tu parler de Florence et Léo? C'est tout ça? Ah, ça ne fonctionne plus. Mais sinon, aussi, Mme Denis, si vous voulez, on peut aussi les écrire. Hein. Il y a l'onglet Conversation. Je peux vraiment vous lire en temps réel. Je vais pouvoir y répondre. Si vous les écrivez, s'il y a un souci avec les micros, là, je vais pouvoir vous lire sans aucun problème. S'il y a des questions dans la classe, ne vous gênez pas. À tout moment, je vais pouvoir vous lire puis
répondre aux questions que vous vous posez. Elle va essayer de rentrer d'une autre manière ici. Là. OK. Progress. Bonjour. Bonjour! Bonjour, désolée, on a des Aucun souci. mais ça devrait fonctionner là. Donc, ma question était la suivante. Vous avez beaucoup parlé de Michel Tremblay, puis je me demandais si dans votre... Oh, ça a gelé. Oh, bon, c'est dommage. Il y avait toute la prémisse dans Oui, votre... c'est comme on est comme en suspens dans votre entourage. non. Je vais essayer de deviner c'est Elle va quoi. avoir tellement de peine parce que, comme je te dis, là, elle est tellement passionnée. Puis vraiment, dans sa classe, il y a plusieurs de ses élèves qui ont commencé à lire ton livre L'enfant masquerade, s'ils ne l'ont pas déjà lu. C'est toute l'histoire. Hein? Comme je ne connaissais pas l'histoire avant d'avoir lu le livre. Et je peux en parler un peu? OK, bien toi aussi, t'en as, regarde. J'en ai aussi. Mais oui, s'il vous plaît. Alors, mais la prémisse, donc, pourquoi j'ai écrit ce roman-là? J'ai écrit le roman alors que j'étais en tournée de théâtre en France, de théâtre jeunesse. Alors, c'était mon anniversaire. On était le 15 février 2008. Et donc, j'ouvre le journal et je lis « Larry King est décédé ». Pour moi, Larry King, c'est un présentateur américain. Donc, ça montre une autre époque. Hein. À l'époque, on parlait très peu des personnes trans. C'est fou, hein, c'est 2008. Puis on dirait que c'est une autre époque complètement. Ça a changé de façon très rapide et fulgurante parce que il y a même même dans le roman, maintenant, si je le publiais aujourd'hui, j'enlèverais même ce qu'on appelle le morinon, le dead name. Aujourd'hui, on a même une vigilance par rapport à ça. Mais moi, en 2008, quand j'ai lu l'article, on parlait à peine que c'était une ado trans. On disait donc, on parlait d'elle comme étant un garçon, on l'appelait d'un autre nom. Et cette histoire-là m'a troublée. Je disais tantôt, quand on est obsédé par un sujet, c'est qu'il y a une matière ici. Et donc, je me disais, hey, déclarer ton amour à la personne que tu aimes et que cette personne-là, en retour, t'assassine le jour de la Saint-Valentin, je trouvais que c'était très troublant. Et donc, je me rappelle, c'était mon anniversaire, puis je lisais ça, puis c'était un matin où personne ne savait que c'était ma fête, puis j'avais envie, j'étais un peu bébé lala, j'avais envie qu'on me souhaite bonne fête ce matin-là, puis je ne voulais pas dire c'est ma fête. Fait que je me rappelle, j'étais un peu triste. J'ai lu cet article-là, puis à l'époque, quand on n'était pas au Québec, quand on était à l'hôtel, on devait payer pour aller sur Internet. C'est vraiment une autre époque. Oh, Donc, je me rappelle avoir payé pour lire des articles qui avaient été écrits sur l'histoire de Laetitia. Et quelques années plus tard, j'essaie d'écrire le roman. Le roman ne prenait pas forme. Alors, je me suis botté le derrière. Je me suis pris un billet d'avion. J'étais allé en Californie où le crime avait eu lieu. Alors, c'était un crime, je vous résume, c'était un crime transphobe qui a eu lieu en 2008. Donc, Laetitia aurait demandé à Brendan McCartney d'être son Valentin pour la Saint-Valentin. Brendan ne l'a pas pris. Il a apporté une arme à feu à l'école. Vous le savez, je pense qu'aux États-Unis, le rapport aux armes à feu est complètement différent. Il y en a beaucoup plus. Puis il y a beaucoup plus d'accidents et de meurtres à tous les jours aux États-Unis. Et donc, il a apporté son pistolet à l'école et a tiré 2 balles dans la tête à bout portant derrière Laetitia, qui est décédée le jour de la Saint-Valentin. Donc, cette histoire m'obsédait. Je me suis rendu sur les lieux du crime. J'ai posé des questions. J'ai fait un travail journalistique. Puis au terme, journalistique émotif, j'avais un parti pris, bien sûr. Je voulais me glisser dans la peau de cette Laetitia qui est en transition. Et donc, la première partie, c'est au début de l'année scolaire. Donc, elle avait 15 ans, donc elle avait 14 ans au début du roman. Et donc, à sa mort le 15 février, elle avait 15 ans. Et Brendan McCartney a été emprisonné comme un adulte. Il est toujours en prison d'ailleurs aujourd'hui. Et donc, le roman, elle s'adresse à son bourreau. Et c'est un roman qui est immensément tragique. Dès le départ, il y a ce qu'on appelle quand on call la shot, c'est-à-dire on dit comment ça va se terminer. On sait déjà c'est quoi l'issue. Pour moi, ça n'enlève pas le plaisir de la lecture parce que même, il y a un plaisir de savoir ça va se terminer comme ça, comment allons-nous nous y rendre? Roméo et Juliette, là, je pense que tout le monde connaît Roméo et Juliette. Ça ne nous empêche pas d'aller voir la pièce Roméo et Juliette, sachant très bien qu'à la fin, je vous l'apprends peut-être, mais les deux meurent. Ça ne nous empêche pas d'avoir du plaisir à voir la construction, voir le jeu, comment on se rend là, comment... Donc, les finalités, ce n'est pas tout. Je trouve ça bien aussi de faire ça. Ça se termine comme ça, maintenant, on monte à rebours.
Et donc, ça a été un roman, oui, plus douloureux, même s'il y a de l'humour, j'ai mis quand même pas mal d'humour. C'est un roman très douloureux, très sombre. Et le roman qui a suivi, c'est mon roman le plus lumineux. Donc, peut-être que c'est une espèce d'équilibre que j'ai créé. Alors, le roman suivant, ça s'appelle Le dernier qui sort, est à la lumière, dans lequel c'est une histoire d'homoparentalité. Ce sont deux papas qui racontent leur histoire d'amour à leurs enfants qui ont 13 ans le 13 mai. Et donc, je pense que l'équilibre que j'ai trouvé, c'est parler de transphobie et parler ici de façon positive d'une famille homoparentale. Donc, je pense que dans l'époque dans laquelle on est, on a vraiment, je vois qu'on a fait un pas de géant. Je vois qu'il y a de plus en plus une représentativité. Hein? L'idée, c'est important de représenter la diversité ou les diversités, que ce soit culturelle, sexuelle, corporelle aussi, qu'on ait une variété, autant à la télé que dans les livres qu'on écrit, dans tout ce qui nous entoure. C'est important, je pense, la variété. Oui. Puis t'es maintenant, ben, je ne sais pas ça va être comment longtemps, là, mais tu es porte-parole pour Interligne. Hein, puis ça te dérange-tu si je montre un petit vidéo de peut-être 1 minute et demie? Ça te dérange-tu si je le partage? Non, pas du tout, mais je ne sais pas c'est quoi. Ben, c'est toi qui l'as fait. Donc, c'est toi qui l'as fait, OK. Je vais te trouver, là. Je vais aller ici. C'est pas long, mais je pense c'était vraiment bien. Donc, je trouvais que si on pouvait le partager, ça serait le fun. Tu te souviens-tu? Je pense que c'est au tout début quand j'ai commencé à devenir le co-porte-parole. Ah oui, 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 je me rappelle. Ben oui, je me rappelle. Oui, oui. C'est super. Ah, mais il n'y a pas de volume, c'est ça? T'entends-tu? Non, j'entends pas. Ah. Est-ce que les autres veulent l'entendre? Non, on ne l'entend pas. Oh non? Oh, c'est dommage. Je ne sais pas comment le faire pour que vous l'entendiez. Ben, je pense que vous pourrez aller l'écouter. Sinon, c'est mon Oui, je vais envoyer le lien. OK, parfait. Je vais envoyer le lien quand on a fini ici. Dommage. J'ai perdu cette belle veste que je portais dans le tournage. Je vais Ah! Faudrait que je la retrouve. Mais comme tu disais, dans l'enfant mascara, tu as utilisé des petits chapitres, ou, comme son cours. Puis je trouvais que ça faisait plus facile à lire puis à garder comme l'histoire. Je ne sais pas, j'ai trouvé que c'était bien écrit. Parce que, comme tu dis, puis j'ai lu beaucoup de critiques, puis les gens, c'est ça qu'ils disaient, c'est que même si tu connaissais la fin, comme c'était tellement bien écrit que comme tu voulais quand même tourner la page puis en connaître plus. Donc, c'est vraiment un talent. Mais c'était un bon livre, puis c'est ça, j'ai hâte que Mme Denis elle me donne un peu de l'impression des élèves. Puis Mme Denis, je pense que c'est les élèves de 11e année hein, qui font. C'est-tu les élèves de 11e année qui font ça? Oui, en lecture additionnelle. Oui, non, donc j'aimerais le feedback. Je pourrais en parler davantage, étant donné que c'est elle qui a les cours de 11e année. Ah, okay. Madame Denis, est-ce que je peux entendre votre question complète tout à l'heure? Ah, je suis... Ça a coupé, hein? OK. Donc, ma question était la suivante. Donc, vous avez beaucoup parlé de Michel Tremblay. Puis, comme on le sait, Michel Tremblay a un univers. Ses personnages reviennent d'un roman, d'une pièce à une autre. Puis, j'ai remarqué que c'était un peu votre style aussi. Moi, j'ai beaucoup lu de vos albums jeunesse avec mes enfants. Puis là, je remarque que, par exemple, le personnage de Florence et Léon reviennent dans votre série 6 degrés. Est-ce que c'est un genre d'univers comme ça que vous allez créer que vous créez avec vos romans ou? Je pense que c'est un peu différent parce que là, c'est comme une adaptation, c'est l'étincelle. J'ai récupéré les personnages pour en faire une version télévisuelle. Je dirais que moi, j'aime faire des clins d'œil. C'est plus mon univers, c'est-à-dire que je pars souvent de nouveaux personnages. Ça m'est arrivé de reprendre un personnage quelques années plus tard. J'ai fait ça avec Jeanne Moreau à Le sourire à l'envers. J'avais récupéré il s'appelle Léon lui aussi. J'avais récupéré mon Léon pour faire, je ne sais pas s'il n'est pas loin. Oui, je vais m'étirer le bras. Pour faire un autre livre qui s'appelle Paysage au néon. Donc, c'est le même personnage 2 ans plus tard, mais ça, je ne le fais pas souvent, c'est-à-dire
je l'ai fait à quelques reprises, mais j'aime faire des clins d'œil. Je vais donner un exemple. Dans 6 degrés, le personnage que je joue, Antoine, c'est un professeur de français qui fait lire le livre Jeanne Moreau, Elle se rire à l'envers à ses élèves. Il parle de M. Boulris. Puis il y a une élève dans la classe qui s'appelle Doris Boulris. Il fait, est-ce que c'est dans ta famille? Non? OK. Ça, je trouve ça drôle parce que c'est très méta. Méta, c'est-à-dire qu'il y a comme plusieurs niveaux là-dedans. Il y a le niveau de Simon Boulris qui joue Antoine Beaulieu qui parle de Simon Boulris et présente un roman d'un personnage qui s'appelle Doris Boulris, qui est un peu ce que j'étais quand j'étais jeune, Doris Boulris. C'est quand même assez drôle, ça, ce genre de clin d'œil-là. Et je reprends ça. Et là, dans la série que j'ai faite, J'ai localisé l'amour, qui est inspiré d'un roman qui n'est pas loin ici. Alors, J'ai localisé l'amour, c'est un roman pour adultes écrit par Poème. C'est une série de poèmes qui fabrique un roman. Donc, c'est versifié. Et ce roman-là, donc, je l'ai récupéré. Puis à travers ce roman-là, j'ai fait une série web où je joue un personnage qui s'appelle Simon Boulris, qui n'est pas tout à fait moi. Donc, il y a des éléments qui sont complètement moi-même. Mais dans cette série-là, mes parents, c'est Luc Sonnet et José Deschaines, qui ne sont pas mes parents dans la vie. Il y a plein d'éléments qui sont complètement inventés. Il y a plein d'éléments qui semblent vrais. Donc, j'aime ça un peu. Moi, j'aime les clins d'œil. J'aime jouer. J'ai un côté un peu taquin de me permettre ça. Et là, même dans ma série dont je parlais tout à l'heure, ma série pour adultes qui s'appelle Chouchou. Oh, Arizona, pardon. Ma série Chouchou qui va être à nouveau en septembre. Elle fait lire donc le livre Je localisais l'amour à ses élèves. Donc, j'ai encore un petit clin d'œil. Puis moi, je vais jouer un libraire dans cette série-là. Je vais jouer un rôle qui n'est pas du tout pas celui de l'auteur. Donc, vous aimez autant jouer qu'écrire maintenant? En fait, j'ai mes 2 formations. Moi, j'ai étudié d'abord pour devenir écrivain. Alors, j'ai fait un DEC. Au Québec, on appelle ça aller au cégep après l'école secondaire. Je suis allée donc au cégep en littérature. J'ai fait 2 stages en littérature. Après ça, je suis allée à l'université. J'ai fait 2 ans en littérature aussi. Et avant d'obtenir mon baccalauréat, j'ai passé des auditions dans des écoles de théâtre. Et j'ai fait donc une formation de 4 ans dans une école professionnelle. Et donc, j'ai ma formation d'acteur et ma formation d'auteur. Et je fais les 2 depuis le début. J'ai fini à 25 ans, donc ça fait 15 ans aujourd'hui que je fais de l'écriture et que je joue plus au théâtre au départ. Maintenant, je joue un petit peu plus à la télévision. Mais c'est sûr que mon premier métier, je me vois d'abord et avant tout comme un auteur. C'est ce qui est le plus présent dans ma vie, puis c'est ce que je fais le plus à tous les jours. J'ai une dernière question, si vous me permettez. Bien sûr. Si vous aviez à nous suggérer, on a beaucoup exploré vos romans, vos albums jeunesse, puis on va faire un projet avec ma classe sur le conte et vos albums jeunesse, mais si vous aviez à nous suggérer une pièce de théâtre, parce qu'on n'a pas exploré encore cet univers-là autant comme Ma plus enseignant. récente, je pourrais vous en parler. Alors, ma plus récente, ça s'appelle... Oui, je suis en train de la lire. Bon, alors, Nous nous sommes tant aimés, je la trouve intéressante parce que on voit dans l'acte 1 4 personnages, même 5, une narratrice à travers ça qui devient active dans la pièce. Mais au départ, on a 4 personnages qui sont 4 amis du secondaire, qui ne se voient pas autant qu'avant, qui ont vécu leur après-balle exactement à l'endroit où se situe la pièce. C'est dans une cour arrière d'une famille de... Steve s'appelle Steve, il a récupéré la maison de ses parents et il avait eu l'après-balle quand il avait 17 ans. Et là, il se retrouve 30 ans plus tard. On appelle ça un conventum. Le conventum, ça peut être 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après. Et là, c'est 30 ans après. Donc, c'est les 4 amis qui se retrouvent et on les aime. Dans la première partie, on fait, mais ils sont donc bien gentils, ils sont donc bien le fun, on les aime. Puis dans l'acte 2, on se retrouve quand ils avaient 17 ans. C'était leur après-balle. Donc, nous, au Québec, on appelle ça secondaire 5. Donc, pour vous, ça serait peut-être la 11e. C'est ça, ça serait la 11e année. Alors, c'est comme en 11e année. Et c'est vraiment... On réalise qu'il n'était pas si gentil que ça. On réalise qu'il y avait à l'époque, de l'homophobie, entre autres. Je parlais de ça tout à l'heure, il y a un pan de ça. Donc, Maryse, la narratrice, peut me ressembler un peu. Alors, c'est une critique de cinéma et elle parle constamment de cinéma dans la pièce. Donc, je pense que nous nous sommes tant aimés. Je trouve que ça restitue bien une idée qui est importante dans ma vie, c'est qu'on peut changer.
Moi, je suis de ceux qui considèrent qu'on peut se bonifier avec le temps. Il y a des gens qui disent on ne change jamais. C'est sûr que notre ADN ne se modifie pas tant que ça, mais je pense qu'on peut quand même se dompter. Il y a beaucoup de culturel là-dedans, dans nos préjugés. Je pense qu'on peut se dépouiller de plein de préjugés avec le temps et se bonifier en tant qu'individu. Et c'est ce qui fait que Steve, qui est le personnage qui reçoit, on réalise qu'il n'a pas toujours été gentil, mais que le fait de devenir un papa, ça l'a rendu très, très tendre et qu'il regrette plein de choses qu'il a pu dire à une autre époque. Moi, je pense qu'on peut changer. Donc, nous nous sommes tant aimés. Il y a un côté nostalgique dans le titre et c'est un clin d'œil à un film italien qui est D'Ettore Scola. Nous nous sommes tant aimés, la version française d'un film italien. Voilà, donc ça, ce serait une pièce que je trouve assez, qui pourrait résonner, je pense, avec les 11e années, de faire, est-ce qu'on sera où dans 30 ans? Que vais-je conserver de cette époque-là? Il y a beaucoup de ça. Qu'est-ce qu'on conserve à travers 30 ans plus tard? Je disais que mon adolescence est près de moi. Ben, elle fait partie de ce que je suis quand même encore aujourd'hui. Tu sais, je me trouve plus solide dans la vie. Je me trouve plus intéressant que ce que j'étais. Mais j'ai beaucoup de tendresse pour l'ado que j'ai été. J'aurais beaucoup envie de me serrer dans mes propres bras. Si je me voyais, là, je ferais « Ah, petit loup, ça va bien aller. » J'aurais envie de dire « Ça va bien aller. Calme-toi, tout ira bien. » Et j'espère que vous avez tous l'indulgence de faire de vous, d'avoir envie d'avoir de la tendresse envers vous-même. Puis de vous dire aussi que les belles choses vont venir. Moi, j'avais cette intuition-là. C'était pas facile pour moi quand j'avais votre âge, mais je me disais les belles choses s'en viennent. Puis je ne sais pas ça venait d'où cette certitude-là, mais j'avais tellement raison d'y croire parce que les belles choses sont venues. Il y en a qui n'ont pas ça en eux, qui ne pensent pas que les belles choses vont venir. Alors, j'aimerais juste vous dire, ceux qui broient du noir, ça arrive, là, sachez que les belles choses vont venir pour vrai. Je suis convaincu que les belles choses viennent pour tout le monde. Des fois, c'est plus long à attendre, mais ça va venir. Bien, Simon, on tire à la fin, donc je voulais juste donner une chance. Y a-t-il d'autres gens qui aimeraient ça poser des questions pour Simon? Oh oui, ici oui. Okay. Je la pose? OK. OK. Donc, c'est une question de Lex. Est-ce que vous avez des conseils à donner à quelqu'un qui commence dans l'écriture, qui a un intérêt pour l'écriture puis qui commence dans l'écriture? Mon premier conseil, là, je dirais que lire, c'est le meilleur carburant pour écrire. Moi, souvent, mes idées, je les ai en vivant, mais aussi en lisant. Lire, ça donne des idées, ça donne un vocabulaire, ça donne des structures de phrases, ça donne des syntaxes, ça donne aussi une liberté. Parce que quand on est la somme de tout ce qu'on aime et de tout ce qu'on rejette. Donc, quand tu lis plusieurs livres, tu sais, hey, moi, j'aime vraiment l'univers de cet auteur-là. Des fois, j'ai lu parfois toute l'œuvre entière d'un auteur parce que je me reconnaissais dans. Ça m'a solidifié en tant qu'auteur. Donc, la première chose, ça serait, je dirais, de lire le plus possible, d'avoir une curiosité, de poser des questions aux gens autour de vous. Ça, c'est vraiment un atout. Être curieux dans la vie, là, ça peut vous aider à agrandir votre faune de personnages, une plus grande variété de personnages dans ce que vous écrivez. Puis, je dirais de ne pas avoir peur de dire qui vous êtes. Quand on écrit, là, on écrit, je disais, avec toute notre rage, avec notre colère, avec notre côté drama queen, avec notre humour, avec notre tristesse qui nous habite, de ne pas avoir peur de donner une tribune à tout ce qui nous habite, à la multitude d'Alex qui est en vous. Tu sais, on est multiples, hein? Moi, j'aime dire qu'on est une chorale. Moi, je dis qu'il y a une chorale de Simon dans ce Simon-là. Il y en a un qui pogne la note, puis il y en a un qui ne pogne jamais. Bon, on est nombreux. Puis je pense que quand j'écris, j'essaie de donner une parole à tous ces Simons-là, la multiplicité. Donc, lire, être curieux, puis la rigueur. Ça, c'est la chose la plus importante. Si on veut écrire dans la vie, là, c'est facile de dire, j'aime ça écrire un peu, mais il faut se donner des défis, sinon on n'arrive à rien. Donc, des fois, je me dis, OK, mettons le samedi, là, quand vous n'avez rien le samedi, tentez d'écrire, dites-vous, OK, je me donne comme contrainte, j'écris 3 pages aujourd'hui, ou j'écris pendant 1 heure sans arrêt. Même si ce n'est pas bon, ce n'est pas grave. Il ne faut pas se censurer trop longtemps quand on écrit. Il faut se laisser aller. Puis après ça, quand on se relit, c'est là qu'on peut retravailler, qu'on peut se juger, mais il ne faut pas juger dès le départ. Si tu te juges
quand tu commences à écrire, tu n'iras nulle part. Donc, essaie de te laisser aller le plus possible. Puis après ça, quand tu te relis, de faire « Ah, ça, c'était peut-être moins bon, je vais le retravailler. » Mais faites-vous confiance, puis donnez-vous comme ça, c'est ça, des petites contraintes de temps, puis ça va vous aider à avancer dans vos projets. La deuxième, j'ai plusieurs questions, moi, dans ma classe. Donc, la prochaine question, c'est avez-vous eu une expérience où vous aviez plus d'idées? Puis, qu'avez-vous fait avec toutes ces idées-là? Ben, c'est jamais un problème quand tu as plus d'idées. Au contraire, plus tu as d'idées, plus c'est le fun. Des fois, il y a un vertige à avoir trop d'idées. Mais moi, quand j'ai trop d'idées, je me dis ça sera pour un autre projet. Alors, je laisse ça de côté. Moi, j'ai des chemises, des duotangs où j'ai plein d'idées. Je note toutes mes idées là-dedans. Puis des fois, quand je suis à court d'idées, ce qui m'arrive jamais, je réouvre tout ça, je fais « Ah, mais il y a plein de choses, le fun là-dedans. » Des fois, c'est des articles de journaux, des chroniques insolites, des anecdotes entendues. Tout ça, c'est du matériel. Donc, moi, je suis une éponge, comme tous les artistes. J'absorbe, puis là, à un moment donné, quand je suis chargé à bloc, je sors. Puis là, j'essaie de mettre de l'ordre dans le chaos de la vie. Donc, c'est toujours un atout, avoir des idées. Toujours. Il faut juste faire le tri. Ça, c'est ça. Écrire un roman, c'est OK, ça, c'est inutile, j'ai enlevé ça. Être au plus pur de ce que j'ai envie de faire. Super. Merci, Marie-Ève. Marie-Ève dit « Je dois quitter ». Pas de problème. Merci beaucoup, Marie-Ève. Il y avait d'autres questions, oui. Oui, une autre question d'Abby, c'est quel livre que vous avez lu qui est votre livre préféré d'un autre auteur? Il y en a beaucoup, mais je dirais que j'ai envie d'en dire 3, OK? Alors, je vais vous dire, et puis ah, mon Dieu, c'est dur d'en dire 3. Je vais en dire 4. OK. Alors, le premier, Michel Tremblay, ça s'appelle « Un ange cornu avec des ailes de tôle ». C'est un livre dans lequel il parle de l'arrivée de la lecture dans sa vie. Donc, je trouve ça beau, un récit sur les livres. Le deuxième, un roman d'adulte, Michael Delisle, un écrivain québécois, ça s'appelle « Le désarroi du matelot ». C'est un roman sur la résilience, un ex-poseur de bombes qui devient quelqu'un de très, très droit. C'est sur la rédemption. Ça m'avait beaucoup touché, ce roman-là. Puis c'est un grand écrivain, Michael Delisle. Une écrivaine qui s'appelle Caroline Dawson, qui a publié un roman qui s'appelle Là où je me terre. Elle parle de son arrivée au Québec. Elle vient de... Est-ce que c'est du Pérou? Je pense que c'est du Pérou, je ne suis plus certain. Donc, elle raconte son arrivée quand elle était toute petite, pendant Noël. Et le Chili, c'est le Chili, voyons, j'ai eu un flash, c'est le Chili. Et donc, elle débarque ici au Québec et elle raconte l'idée de s'amalgamer à une société en préservant sa première culture et dans se bonifiant d'une deuxième culture et les tresser, ces cultures-là, avec beaucoup d'amour, mais aussi avec beaucoup d'esprit critique par rapport à sa terre d'accueil. C'est vraiment intéressant. Ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Puis un petit dernier, c'est un roman pour ados qui m'a obsédé. C'est de Mario Brassard. Ça s'appelle Ferdinand F., 81 ans, chenille. C'est un roman où le personnage principal a 81 ans. Je trouve ça tellement beau de se dire que même si on a 15 ans, 16 ans, on peut quand même s'identifier à un vieil homme qui s'illumine au crépuscule de sa vie. Il a été malheureux toute sa vie, puis là, à la fin de sa vie, il prend son élan enfin. Il s'est retenu toute sa vie. Il a été dans une grande solitude. Il y a même un ami imaginaire qu'il avait quand il était petit qui l'a abandonné au profit d'un autre ami. Donc, il y a beaucoup d'humour et c'est une langue incroyable. Donc, ça, c'est un grand roman, Ferdinand F., 81 ans, chenille. C'est comme mes 4 livres donc, que je recommande tout le temps. Merci. Si il y a un élève qui pose la question, si vous perdez intérêt lorsque vous lisez, comment vous faites pour retourner à la lecture? Donc, si vous commencez un livre puis que vous le trouvez super intéressant, puis là que vous avez de la difficulté à vous remettre dedans, surtout avec les lectures obligatoires à l'école. Parfois, c'est difficile pour certains élèves d'apprécier le roman qu'on leur suggère. 2 choses. Alors, si on a le loisir d'attendre, moi, j'aime dire laisser en jachère. Moi, je fais ça quand j'écris. Des fois, je laisse reposer puis je reviens. Des fois, un roman, c'est pas le bon moment dans ma vie pour le lire. Je dis, c'est pas mauvais, c'est juste, je suis pas prêt. Je laisse ça de côté et j'y reviens un jour. Des fois, quand c'est une lecture obligatoire, il faut aussi apprendre à se faire violence.
il y a des romans, moi, que j'ai trouvé, même Bonheur d'occasion. Bonheur d'occasion, j'ai lu au secondaire, j'avais peut-être 15 ans, 15-16 ans. J'étais jeune, je suis content de l'avoir lu, là, puis même je l'ai relu avec un immense bonheur. Mais quand je l'ai lu, j'étais un peu jeune pour le lire, puis je ne comprenais pas tout. Je me rappelle avoir trouvé ça très dense, puis j'ai fait « Hey boy! » Mais la satisfaction qu'on éprouve de s'être fait violence et de se rendre jusqu'au bout, c'est important ça aussi. Des fois, notre désir est paresseux. Quand je dis ça, notre désir est paresseux, c'est que des fois, mettons, c'est plus facile de regarder l'île de l'amour que de lire un livre, c'est sûr. Quand tu regardes l'île de l'amour, tu mets ton cerveau, c'est une télé-réalité, genre Occupation double. Tu regardes ça, moi, j'ai rien contre ça, le genre regarde. Je pense qu'il faut trouver un équilibre dans sa vie. C'est correct de regarder une télé-réalité, mais après ça, j'essaie de varier comme j'alterne dans mon alimentation, je vais alterner aussi dans ce que je consomme. Alors, une série comme ça, un peu plus futile, autre plus légère, puis un roman, mettons, de Gabriel Roy, c'est peut-être plus nutritif. Je vais peut-être retenir plus de choses, mais j'ai aucun mépris par rapport à ce que je vous ai dit tantôt. Je pense que les deux peuvent coexister. Donc, je me ferais violence des fois. Ça veut dire que même si ce n'est pas facile, on fait OK, tantôt, je parlais on se donne un défi, se donner un défi de lire un chapitre par jour. Tu sais, on regarde, OK, il faut que j'ai lu le livre pour, je ne sais pas quoi, le 1er juin. OK, il me reste tant de temps, je vais lire un chapitre par jour, même si je n'ai pas de plaisir. Puis peut-être qu'à un moment donné, le plaisir va embarquer. Des fois, c'est qu'on abandonne vite. On fait, je n'ai pas de plaisir, je vais arrêter. Des fois, se faire violence, ça peut être un atout. C'est ce que je pense. Je vais juste répondre entre-temps à la question de Sylvie Hull. On remarque que dans 6 degrés, l'amitié et l'amour sont très interreliés. On remarque aussi plusieurs triangles amour-amitié sans qu'il y ait de jalousie. C'est très intéressant. Comment vous êtes venu cette idée? C'est quelque chose qui me passionne pour vrai. Je pense que dans la nouvelle génération, je vous regarde vous, là, je trouve que souvent, il y a des contours plus flous entre amour, amitié, puis je trouve ça bien. Moi, je pense que c'est moins binaire qu'avant. On est un peu plus... juste le terme pansexuel, ça n'existait pas quand j'étais jeune. Ça existait, là, mais je veux dire, on le nommait peu ou presque pas. Donc, je pense qu'il y a des nouvelles réalités dont on parle un peu plus. Puis moi, j'aime être à l'affût le plus possible de d'autres façons de vivre des histoires d'amour, avec plus de permission, avec plus de... Tu sais, il y a des troupes, là, moi, j'ai un ami qui est dans un troupe. J'ai même 2 amis dans 2 troupes différents. Puis je trouve ça intéressant les entendre parler de leur couple qui n'est pas un couple, parce que couple, c'est 2. Un troupe, ils sont 3. Je trouve ça intéressant de parler des nouvelles réalités le plus possible avec une absence de jugement, puis avec simplicité. Comme on parle d'un couple de façon simple, on parlait d'un troupe de la même façon. Voilà. Est-ce qu'il y avait une dernière question dans la classe de Mme Denis? Non, c'est tout pour nous. Merci. Merci beaucoup, la classe les élèves de Mme Denis. Merci beaucoup des belles questions. Oui, on est correct. OK, merci. Donc, on va tirer à la fin, mais sinon, il faut que j'admette. Premièrement, tu as un sourire très contagieux, là, mais je te regarde et je souris. Donc, puis tu as vraiment une passion, tu peux voir pour tout ce que tu fais. Puis quand je dis tout, tu en as des chapeaux. C'est incroyable. Je te souhaite bonne chance. Puis je ne pense pas que tu as besoin, ça a l'air que ça va très, très bien. Donc, mais on a bien hâte de voir d'autres choses. Puis je pense, Mme Denis aussi, là, elle en mange tout. Peut-être avant de partir, y a-t-il un petit secret qu'on pourrait savoir? Ici à Clarence, on regarde bien nos tu mentionnais quelque chose qui s'en vient? Oui, dans les choses qui s'en viennent, alors, j'ai écrit une bande dessinée qui n'est pas très loin. Ça s'appelle Martine à la plage. Alors, Martine à la plage, j'avais publié ça à la courte échelle. Alors, il y a quelques dessins. Alors, c'est un roman graphique. Il y a quelques dessins qui ne sont pas de moi, là, qui sont de Luc Paradis, qui est vraiment meilleur que moi. Je suis en train de l'adapter on va tourner ça cet été. Donc, je suis en plein travail là-dessus présentement. Donc, Martine à la plage en web-série qui sera disponible sur Tout TV en septembre prochain. Oh, wow. OK, bien good. Quelque chose à suivre. Je voulais juste vous remercier sincèrement d'avoir pris le temps dans votre horaire super occupé pour venir nous parler aujourd'hui. Puis, on espère un jour vous voir en présentiel à Clarence, Rockland. Ça me ferait bien plaisir. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Ça a vraiment été un plaisir. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Je vous souhaite une belle journée, tout le monde. Merci. C'est un plaisir. Merci.
Au revoir. Bye.